Et si on remontait le temps? Bonjour et merci d'être avec nous pour cette série d'émissions consacrée aux attentats du 11 septembre 2001. Nous sommes à la partie 2 de cette émission et nous allons nous concentrer sur les chocs post-traumatiques. Pour cela, nous accueillons Christian Goulier, psychologue pour les adultes et les enfants, pour en parler. Christian Goulier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter qui vous êtes et quel est votre parcours professionnel ? Alors, je m'appelle Christian Goulier. Mon travail est d'être psychologue clinicien. Ça veut dire en fait que c'est une partie de la psychologie qui fait que l'on s'occupe du patient au sens littéral. Mon travail a été de travailler à l'éducation nationale auprès d'enfants pour réaliser ce qu'on appelle des testings, du test d'intelligence notamment, mais de prendre aussi en charge des patients dans une activité libérale. Où là, on est plus axé sur mettre en place un travail thérapeutique. D'accord. La majorité des gens qui viennent dans votre cabinet, c'est que des enfants ou vous recevez aussi également des adultes ? Alors j'ai une patientèle très diverse, puisque ça peut concerner à la fois des enfants, des adolescents, mais également des adultes. Ou des couples. D'accord. Pour tout ce qui est peut-être des soucis de couple. Des thérapies de couple, par exemple. Je suis associé avec une collègue et nous pouvons proposer quelque chose de cet ordre. D'accord. Notre thématique du jour a lieu sur le 11 septembre. Je suis avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Estelle, on va évoquer ce souvenir puisque on sait que dans quelques jours, on arrive bientôt au 20 ans. On va attendre du 11 septembre. Je te laisse le soin de poser la question à notre invité. Donc pour entrer dans ce thème assez précis, on voudrait d'abord savoir pourquoi les gens se souviennent du 11 septembre 2001. En fait, qu'est-ce qui en fait un événement marquant et surtout un événement qui reste gravé dans les mémoires ? Alors, c'est vrai que cet événement, qui est une tragédie, disons-le tout de suite, du 11 septembre 2001, fait qu'il y a comme une impression dans nos mémoires. Mais ce n'est pas le seul événement finalement qui a pris une résonance mondiale et qui est resté imprimé dans nos mémoires. On peut citer très rapidement pour les gens qui étaient beaucoup plus âgés, par exemple des événements mondiaux comme le couronnement de la reine d'Angleterre. Alors dans nos générations actuelles, en 2021, on a un peu oublié tout ça, mais c'est quand même la première Mondiovision en 1953 où on a pu voir à la télévision le couronnement d'Élisabeth II. On peut se rappeler également par exemple de la Lune, c'est-à-dire en 1969, lorsqu'effectivement il y a eu cette mission Apollo. Les gens qui sont nés à l'époque dans les années 60 se rappellent tous ce qu'ils faisaient ce mois de juillet, assis sur un banc en regardant la Lune le soir, etc. Et donc le 11 septembre, évidemment, étant un événement mondial de nature tragique, a fait qu'il y a une impression dans la mémoire. C'est très intéressant ce que vous dites, mais moi je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre ? Alors, très précisément, comme tout le monde, j'ai un souvenir très précis de cet événement. J'étais dans mon bureau et j'ai suivi effectivement l'ensemble des informations qui arrivaient parce que j'écoutais tout simplement la radio, j'écoutais France Inter et il y a eu des interruptions de programmes faisant en sorte dans un premier temps, et on voit bien la nature de la surprise et même de ce que l'on appelle la sidération, c'est-à-dire le fait de ne pas comprendre ce qu'il se passe, puisque dans un premier temps, la journaliste de France Inter disait « Nous interrompons l'antenne pour un événement de nature accidentelle, un avion aurait percuté le World Trade Center ». Ensuite, dans un deuxième, une heure plus tard, dans un deuxième, déroulé, il y a eu d'autres informations beaucoup plus précises en disant « Mais c'est pas forcément un accident ». Donc le deuxième crash. C'était le premier crash en fait, mais plutôt un avion avec peut-être une intention. Ensuite, il y avait une progression tragique et dramatique comme ça au fur et à mesure. Ensuite, le deuxième avion, mais en même temps, un autre avion percutant le Pentagone et un troisième avion, effectivement, peut-être percutant également la Maison Blanche. La Maison Blanche. Qui a été d'ailleurs, où il y a eu des passagers qui ont
Oui, fait en c'est le sorte- vol 94, effectivement. En Pennsylvanie. En Pennsylvanie, n'a qui pas- s'est écrasé puisqu'il y a une révolte à l'intérieur de l'avion qui a été mis en film. S'écraser en pleine campagne. Oui. Et au fur et à mesure, les événements étaient devenus de plus en plus tragiques puisque on disait le président des États-Unis, on ne sait pas où il est actuellement. Est-ce que c'est une attaque massive sur les États-Unis? Ouais. Il est à bord de Air Force One. À l'heure actuelle, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et Alors- c'est ça qui est tragique. Alors qu'en réalité, George W. Bush, à l'époque, était dans une école élémentaire, Oui. faisait un séminaire où il observait comment se déroulaient les campagnes pour l'éducation à la jeunesse. On le voit très bien puisqu'il y a une image qui est flagrante. Il y a un conseiller qui vient voir George W. Bush, Absolument. qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Oui. On voit qu'il est sidéré, mais il est avec des enfants. Oui. Il y a beaucoup de journalistes. Et il a un regard marbre en disant Oui. faut pas que je montre que j'ai peur. Absolument. Et la même image a été faite avec François Hollande quand il y a eu le 13 novembre Au Bataclan. où Oui. il apprend au Stade de France qu'il y a des attentats. C'est la même image. Moi, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui est important. Pourquoi on dit que cet attentat, et en fait, il y a une importance de laisser une trace et qui permet de se rappeler de cet événement, d'en parler aux futures générations. Est-ce que vous pensez, pour vous, en tout cas, c'est important d'expliquer aux jeunes que le monde a changé à Oui. cause de cet attentat-là? Oui, alors c'est une excellente question parce que moi je ne suis pas historien mais je suis psychologue, donc je m'occupe plus de l'aspect émotionnel des choses. Mais on s'accorde à penser que cet événement finalement marque l'entrée dans le XXIe siècle. Il y a des événements comme ça, comme la guerre de 14 qui marque le XXe siècle, l'attentat de Sarajevo, mais le 11 septembre va redéfinir toute la géopolitique mondiale en fait, parce que suite à cet événement, il va y avoir évidemment la réaction des États-Unis qu'on peut nommer sous forme d'une sorte de vengeance. On voit les événements actuels sur l'Afghanistan, 20 ans plus tard, une guerre de 20 ans, mais l'histoire c'est vraiment effectivement de trouver les coupables, c'est-à-dire à l'époque, on ne savait même pas qui était le coupable, le fait de découvrir qu'il s'agissait bien de Ben Laden qui était derrière cette organisation, de l'organisation Daesh, ça a modifié effectivement les rapports mondiaux. Et c'est vrai qu'il y a eu au début beaucoup de théories du complot, etc. Oui, il y a encore. Il y a encore. Et Et le même encore président maintenant. était accusé, ou Oui. voilà, tout le monde était suspicieux envers le gouvernement. Oui, En fait, la question du terrorisme, elle était même pas encore sur les bouches, quoi. absolument. Non, et puis, c'était la première fois aussi, C'est- pour revenir dans le contexte, c'était aussi la première fois que les États-Unis étaient attaqués sur le sol américain. Voilà, ouais, de manière Oui, interne. on peut peut-être citer l'attaque de Pearl Harbor en 1941, pardon, mais c'est vrai que c'est la première fois que sur le sol américain il y avait cette attaque. Juste une petite parenthèse, il y a quand même eu des événements qu'on a totalement oubliés. C'est qu'il y a eu un premier attentat Oui. contre le World Trade Center. Il s'agissait d'une camionnette qui a explosé dans le sous-sol. L'objectif était effectivement de déstabiliser la tour. Je pense que c'était vers 1996 par une attaque terroriste, mais on a oublié cette chose-là. Et puis d'autre part, j'ai retrouvé dans des documents le fait qu'il y a déjà un avion qui a percuté en fait une tour aux États-Unis, mais c'était l'Empire State Building. Et donc il y a cet épisode d'un avion heurtant une tour en 1942, c'est un avion américain de l'armée Oui. américaine qui en fait a fait une erreur de pilotage un jour de brouillard. D'accord. Hmm. Et pourtant, quand on voit les images en général, le temps était magnifique à New York. Il n'y avait pas Oui. de conditions. Au début, on peut se dire c'est un accident. Quand on voit un beau ciel bleu new-yorkais, Absolument. pour Ouais. ceux Il qui y a sont pas de déjà problème allés d'intempéries, oui. voilà. à New York, Pas quand il fait d'intempéries. vraiment beau, C'était vraiment intentionnel puisqu'il y avait le deuxième avion qui avait visé effectivement les Voilà, deux surtout tours. quand, voilà, on se retrouve à 4 avions attentats suicides, Oui. voilà, c'est que là, il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Donc ces attentats ont créé un choc psychologique important chez Oui. beaucoup de monde, pour les victimes secourues, mais aussi pour la population américaine en général. Mhm. Beaucoup ont été victimes de troubles du stress post-traumatique. Oui. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors, bien sûr, l'événement de taille mondiale a une répercussion déjà pour la population de New York, donc on est dans le quartier de Manhattan. Il y a l'effet de sidération, c'est-à-dire de non-compréhension de ce qui se passe en termes événementiels. Et dans ces cas-là, l'être humain a des modes de réaction qui sont très divers. Mais on peut penser qu'on parle de traumatisme parce que l'événement est tellement énorme que le psychisme a besoin de comprendre ce qui se passe et aussi de se protéger. Qu'est-ce que l'attentat lui-même ? C'est en fait
un événement qui est incompréhensible, qui est immédiat, sidérant, et qui fait que ça va imprimer quelque chose dans le psychisme de l'être humain. Alors, on parle de trauma à partir du moment où c'est une réaction émotive, mais qui devient persistante. Et le traumatisme va générer ce qu'on appelle en fait des symptômes en réaction en fait à l'angoisse qui est prévue. Il y a le traumatisme parce que l'angoisse est très importante et l'être humain a des mécanismes de défense contre cette angoisse pour se protéger. Par exemple, prenons un autre exemple, si on regarde le soleil et que bien sûr ça nous fait mal aux yeux, qu'est-ce qu'on fait? On baisse nos paupières. Eh bien c'est comme si le psychisme avait des paupières psychiques qui faisaient qu'en fait on ferme en fait nos paupières psychiques eh bien, pour plus voir, pour plus entendre, tellement c'est horrible. Il y a une image qui est marquante sur les attentats du 11 septembre, il y a beaucoup de gens qui ont vu des gens se suicider en direct. Alors ça c'est une des images les plus terribles, Oui. c'est ce que l'on appelle les virgules. D'accord. C'est ça, en fait, ça correspond à des gens qui, étant prisonniers à partir du 75e étage, et les autres, en fait, ont eu le choix, finalement terrible, Mais il y a d'éviter d'être brûlés par le kérosène de l'avion en flammes et de sauter par les fenêtres. Oui. Et on a vu ces personnes qui sautaient comme une image, en fait, extrêmement traumatique de gens qui se suicidaient en direct en sautant des tours du World Trade. Et surtout la réaction des gens qui, au fur et à mesure, soit tournaient la tête. Il y a un super reportage des frères Naudet qui ont fait sur France 3. Qui étaient sur place. Qui étaient sur place avec des pompiers de Manhattan. Oui. J'invite les téléspectateurs, en tout cas, de regarder ce reportage, qui disait au fur et à mesure qu'ils entendaient des bruits, des gens qui se suicidaient, des il y avait un qui silence tombaient. assourdissant des pompiers parce qu'ils avaient compris qu'une vie s'était éteinte au fur et à mesure. Et malheureusement, c'est tout ce qu'il y a eu beaucoup Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu beaucoup, et c'est vrai que les frères Naudet étaient là, il y a des documents effectivement, où ils étaient en tournage sur un reportage des pompiers, et on voit ce document extraordinaire des frères Naudet tournant sa caméra, c'est la seule image disponible, où un des frères Naudet tourne sa caméra, parce que tout simplement il a entendu un bruit d'avion, et c'est le moment où le premier avion percute la tour. Oui. Et j'engage les gens que, d'abord c'est une très belle ville, donc il faut aller à New York, voilà, les voyages forment la jeunesse, mais il y a un excellent musée maintenant du 11 septembre qui se trouve au World Trade Center, où on peut voir même la caméra des frères Naudet, ou les camions de pompiers qui sont écrasés, et beaucoup d'éléments. C'est marrant que vous... entre guillemets, marrant, on va pas dire ça, mais moi j'ai un souvenir où j'étais venu à Manhattan, il n'y avait pas encore les nouvelles tours, je me souviens d'un silence de cathédrale au moment où on traversait Ground Zero, où les gens parlaient, arrivaient devant le lieu où il y avait les tours, silence de cathédrale, on entendait les bruits des marteaux, des grues qui montaient pour construire. C'était très impressionnant. D'autant plus que c'est devenu maintenant un sanctuaire. Il y a le New World Trade Center, mais il y a également l'emplacement des deux tours. Avec une fontaine. Et c'est très étonnant à voir, et c'est un lieu de recueillement, puisque tous les noms en fait, des disparus sont gravés autour de ces deux carrés qui correspondent exactement à l'emplacement des tours. Et ce qui est très beau, c'est que, et en même temps très émouvant, c'est que la nuit peuvent être allumés des spots qui sont très puissants et qui en fait figurent de façon fantomatique l'emplacement des tours. Ils vont sûrement le faire là le 11 septembre 2021. Pour revenir un petit peu sur le contexte, donc beaucoup d'Américains ont été marqués. Moi je pense surtout aux enfants qui ont été marqués, pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Je vais vous donner un exemple flagrant. Moi, j'étais en CP au moment du 11 septembre 2001. Je me souviens d'une question qu'on nous avait posée à l'écran le lendemain par notre maîtresse qui nous demandait « Qu'est-ce que vous avez vu à la télé ?» Et beaucoup d'enfants ont dessiné systématiquement sur une feuille blanche des tours, des avions, des gens qui tombent, la panique. Comment des enfants peuvent être traumatisés alors qu'ils ne comprennent pas du tout l'événement de la gravité. Absolument. Il y a beaucoup de parents qui ont essayé, par exemple, de ne pas montrer ces images-là, mais comme ça tournait en boucle. Il y a eu la particularité que ça a été, je crois, le premier événement vraiment filmé en direct dans le monde entier, et ça a été une nouveauté aussi. On n'avait pas l'habitude de filmer des attentats,
Et en plus qu'on ait tous accès à la télévision, qu'on puisse tous le voir au moment venu. C'est ça. Donc enfants comme adultes. Ça laisse une empreinte. Et effectivement, la question des enfants et du traumatisme, c'est vraiment au cœur de mon travail, fait que si nous, en tant qu'adultes, on est déjà choqués, sidérés par un événement d'une telle importance, et disons-le, d'une telle violence, en fait c'est de la violence à l'état brut, et ça mobilise donc une angoisse massive, où on perd la sécurité de base en disant mais ça peut arriver n'importe quand, que se passe-t-il, ça met en cause notre même existence à nous. Donc l'enfant qui lui a un équipement psychique encore plus fragile puisqu'il est en développement, eh bien se retrouve confronté là aussi en fait dans une double sidération, c'est-à-dire aussi la sidération de ses parents. La sidération du monde autour de lui qui, normalement, apporte de la sécurité affective. Il y a même des enfants que je connais qui n'ont pas vu, parce que les parents les avaient protégés, de voir de telles images horribles. De toute façon, par définition, il vaut mieux que les enfants ne voient pas les actualités, regarder les informations, parce que c'est toujours assez traumatisant. Surtout au moment où on dîne. Vous voyez, il y a quelque chose d'une pulsion de mort. C'est une pulsion de mort. C'est plus pendant la période de 17h, 18h. Oui. Où les enfants rentrent de l'école. C'est vrai. Il y a peut-être des programmes de dessins animés. Oui. Et que les enfants, automatiquement, les parents veulent mettre des dessins animés. Et malheureusement, le programme a été chamboulé. Mais là, comme vous le dites très bien, Estelle, tout le monde regardait. Il y avait déjà les premières chaînes d'infos en continu. Et là, il y a eu une espèce de martèlement, on pourrait dire ça, de ces images en permanence, où les gens avaient besoin de savoir, parce qu'on ne savait pas du tout quelle était l'évolution des choses. Imaginons que ce soit une attaque ou la Troisième Guerre mondiale, enfin, les machines à fantasmes se mettent en route. Et donc les enfants, même ceux qui n'avaient pas vu en fait les images, ont également été, on peut parler de contamination émotionnelle par le fait que dans le discours des parents, il y avait de l'angoisse. Et eux-mêmes sont comme des récepteurs, comme des antennes qui captent en fait. Ils ressentent en fait. C'est bien au niveau émotionnel que ça se passe, en effet. Il y a eu une petite polémique il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un groupe de dessins, de gens de programmes pour des dessins d'enfants qui ont fait une édition spéciale sur le 11 septembre dans lequel il fallait que les enfants dessinent la tour en flammes, des gens qui tombent. Oui. Vous en pensez quoi ? Alors, la question du dessin est très intéressante avec les enfants, car on est déjà là dans un acte thérapeutique. Lorsque les maîtresses ont demandé aux enfants de dessiner, ou des psychologues ont demandé de dessiner, c'est pas par hasard. C'est parce qu'en fait, que se passe-t-il ? On est bien d'accord, l'événement crée le traumatisme et donc crée des symptômes d'angoisse. Pour que cette angoisse qui est restée bloquée à un niveau émotionnel puisse se libérer et passer dans ce que nous on appelle la mise en mots, MOTS, qui parle des mots MAUX, ça permet aux enfants d'avoir une distanciation du traumatisme et des symptômes. C'est-à-dire qu'en fait le dessin devient thérapeutique parce que c'est comme quand on dit il faut pouvoir en parler, ça permet de mettre des mots MOTS sur des événements compliqués et qui créent de l'angoisse. Et en fait, c'est déjà thérapeutique de pouvoir demander à des enfants de dessiner quelque chose qui leur a fait peur. Une situation où un petit garçon de 3 ans se promène avec sa mère dans un jardin public, un chien vient autour sans les mordre, mais en tout cas il a perçu la notion de danger. Moi, il m'est arrivé de faire dessiner des enfants qui ont pu mettre en scène cette chose-là. Le dessin permet de mettre en mots, de mettre en scène, mais aussi de mettre en sens. Et c'est peut-être la chose la plus importante. Dans un événement qui n'a pas de sens, recréer du sens permet de maîtriser cet événement et donc d'avoir une distance et qu'on aille mieux tout simplement, que la symptomatologie puisse peut-être s'apaiser, voire disparaître. On avait parlé donc tout ce qui était choc post-traumatique, etc. Pour revenir un petit peu dessus, donc notamment là plutôt pour les adultes qui ont été concernés, donc je pense beaucoup d'Américains. Après, je pense que c'est peut-être suivant chacun. Combien de temps ça prend ? Il y a sûrement des personnes qui ont été suivies par des psychologues, je pense beaucoup. Combien de temps ça prend pour essayer de limiter ces angoisses au maximum et de s'en sortir en fait, de passer cette étape. Je dirais que le temps appartient à chacun. Peut-être juste un point un peu théorique pour définir ce qu'est la différence entre le stress et le trauma. Ouais. Le stress, en fait, tout le monde peut être stressé dans notre vie quotidienne. On vient de là recevoir nos feuilles d'impôt, on est stressé, n'est-ce pas ? Bon, là, ce sont des choses auxquelles on peut survivre. Et le trauma est très différent parce que c'est une question d'intensité. Sur le plan psychique, si on prend une métaphore, le stress, prenons une image d'un ballon, une boule.
Eh bien, le stress, c'est quelque chose qui va venir heurter la boule, mais qui va en fait être réfléchi par la boule et ne rentre pas à l'intérieur. Le trauma, c'est quelque chose qui vous pénètre psychiquement. Non seulement ça vous pénètre, ça reste en vous, mais ça se développe. Et c'est là où il faut mettre en place ce que l'on appelle un traitement post-traumatique, une prise en charge du trauma, de façon postérieure, c'est-à-dire juste après, de façon à ce que ça ne crée pas des symptômes qui risquent de prendre de plus en plus d'ampleur. Vous voyez la différence entre les choses? La vie quotidienne. Absolument, oui. Alors, par du développement de symptomatologie. Alors, on connaît assez bien maintenant les éléments du traumatisme. Qu'est-ce que ça peut être? Des symptômes notamment de troubles du sommeil, de cauchemars, de troubles alimentaires, mais également de phobie. Il y a des gens qui ne pouvaient plus du tout aller dans le sud de Manhattan lorsque, effectivement, c'est arrivé, ou au moment du Bataclan, très difficile de se retrouver, effectivement, dans les mêmes endroits, parce que, en fait, ça réactive l'événement émotionnel. Et l'être humain, psychiquement, va se défendre en surtout pas voulant voir cette chose-là à nouveau et le revivre et vivre la souffrance et la violence inhérente. Donc il existe un temps quand même de travail qui doit être assez immédiat. On s'accorde à penser qu'il faudrait en théorie pouvoir entre guillemets, réaliser ce qu'on appelle un débriefing post-traumatique. Alors ce charabia veut dire qu'en fait, il faut prendre en charge les gens rapidement. Et on estime qu'il faut que ce soit dans les 24 heures. 24 à 48 heures. On le voit beaucoup, par exemple chez les pompiers, oui. Où ils ont des cellules psychologiques dès qu'ils sont C'est sur immédiat. un accident, etc. Oui. Parce que le traumatisme va se développer et ce sera beaucoup plus difficile de traiter les choses, pour des raisons cliniques en fait. Plus tôt on s'y prend, mieux c'est, de façon à traiter l'angoisse, puisqu'elle peut se développer et prendre une forme qui va être de plus en plus complexe. On voit bien, on a l'expérience maintenant, que le débriefing post-traumatique doit être immédiat. Juste un terme sur le mot débriefing, ça vient tout simplement de l'aviation. Rappelez-vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y avait une mission, on faisait un briefing pour les pilotes avant la mission et un débriefing quand ils avaient la chance de revenir de façon... Et les psychologues ont utilisé ce vocabulaire pour dire débriefing post-traumatique. Mais ça a du sens dans la clinique, hein, c'est vraiment efficace. Mais là, on a parlé, alors peut-être pour une note un petit peu plus légère, on a parlé d'un événement traumatique, mais rappelez-vous, pour un événement positif qui a aussi imprimé nos mémoires, mettons la Coupe du Monde de 98, tout le monde se rappelle à peu près de ce qu'il faisait. On était devant l'écran, et donc on a tous hurlé en disant... J'avais 3 ans, je dormais. Voilà, par exemple. Mais on en a un souvenir positif. Un pour souvenir finir aussi frais et gravé dans les mémoires de la même manière. Voilà, de la même manière, mais dont on n'a pas besoin d'un débriefing, sauf que ça nous donne du plaisir. Voilà. Merci en tout cas Christian pour votre interview. Merci à vous. Enfin, avec Tim, Aurélie et moi-même, nous sommes allés dans la rue vous poser des questions pour savoir où étiez-vous il y a 20 ans pendant les attentats du 11 septembre 2001. J'ai vécu l'attentat par le biais de la télévision et effectivement j'ai été bouleversée, désolée et catastrophée, c'était effrayant. Je me souviens parfaitement de ce jour-là, c'était un mardi et c'est une collègue qui était rentrée, qui avait fait sa pause méridienne chez elle qui m'en a parlé en rentrant du travail. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, d'autant qu'elle-même ne comprenait pas ce qui s'était passé vraiment. C'était quelque chose de tellement extraordinaire que je n'avais pas vraiment conscience de ce qui s'était passé, j'en ai pris conscience beaucoup plus tard. Moi j'étais chez moi, je regardais la télévision et j'ai changé plusieurs fois de chaîne parce que j'ai cru que c'était un mauvais film. Et quand j'ai réalisé que sur toutes les chaînes c'était malheureusement le même sujet, là j'ai compris que les choses étaient très graves. On l'a vécu un peu comme un événement secondaire vu que c'était pas vraiment sur le sol européen. On n'a pas senti la menace vraiment présente. Ça pourrait très bien arriver à notre pays puisque nous sommes une terre d'asile. Peut-être que ça pourrait très bien continuer à arriver aussi en France. Les gens sont fous. Puisque c'était une attaque, on a compris après, mais c'était une attaque terroriste, donc ça aurait pu arriver effectivement en Europe et particulièrement en France.